Nous parlons avec Maryse Gardel de l'authenticité de la cité de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles, satellites. On a évoqué déjà un petit peu le problème en introduction, c'est-à-dire comment arriver à fusionner deux authenticités si disparates en apparence. L'une d'un grand monument où s'est inventée la doctrine de restauration au XIXe siècle, et d'autres qui sont ces châteaux inscrits dans le paysage, dont l'image même de la ruine, cette dentelle qui se découpe sur le ciel, fait partie du monument, et où donc toute restitution est impossible parce que c'est une image iconique que ces châteaux posés dans ces grands paysages. Voilà, donc effectivement, ce grand écart, on va essayer de l'intégrer dans notre proposition. Alors, la première, évidemment, de ces monuments, c'est bien sûr Carcassonne. Carcassonne, qui est donc l'objet d'un chantier immense à partir de 1853, qui va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est donc dirigé par Viollet-le-Duc, puis son élève Jules-Wald, qui va terminer l'ensemble. Et donc, chantier qui va conduire à reconstruire une image d'un monument, et en même temps que on reconstruit cette image, puisque ce chantier intervient avant Pierrefonds, dans un moment où il est en train, Eugène Viollet-le-Duc, de publier du tome 1 au tome 3 de son dictionnaire d'architecture, c'est le moment aussi où il invente l'architecture militaire médiévale, c'est-à-dire qu'il se sert du chantier de Carcassonne comme son lieu d'expérimentation pour comprendre ce qu'est une porte avec herse, assommoir, vantaux, un donjon, une tour archère, des ours. Donc on est dans la théorie et la pratique sont intimement liées dans le chantier de Viollet-le-Duc. Cette grande enceinte, vous l'avez vu, enceinte intérieure, qui est donc une enceinte antique, surélevée et remaniée dans les années 1300 par le roi de France au moment de la réactualisation de la crise avec l'Aragon, c'est-à-dire après la mort de Philippe le Hardi à Perpignan et le début d'un conflit agressif avec l'Aragon, alors que très curieusement, l'enceinte extérieure, elle, est des années 1240, consécutive au siège par son seigneur légitime, qui était le vicomte de Béziers et Carcassonne, Raymond Trencavel, qui avait donc qui occupait le château et donc qui tente un siège. Et c'est pendant le siège, l'enceinte existe déjà, puisqu'elle en subit les coups. Donc, enceinte extérieure des années 1240, avec le château, résidence du vicomte, qui enveloppe un premier château, et enceinte intérieure des années 1300, posée sur une enceinte antique. Le dessin qui nous est donné par Jean-Pierre Cros-Merviel, qui est donc cet extraordinaire archéologue qui accompagne et surveille avec beaucoup de virulence Viollet-le-Duc pendant son chantier, nous propose effectivement, il a bien vu l'enceinte antique, il a bien vu un certain nombre d'éléments qu'il propose sur ce grand plan de cette enceinte immense de 1500 mètres de développement à 4 portes, dont une grande charretière, 5 poternes, 18 tours, 2 échauguettes et un ouvrage avancé, cette fameuse grande barbacane qui va chercher l'eau de l'Aude, puisque ce front-là est à la rupture de pente de l'Aude, tandis que les autres se développent sur le plateau. Et avec l'église de Saint-Gimère, qui est donc cette abominable église que construit Viollet-le-Duc, c'est vraiment, autant c'est un bon restaurateur, autant quand on voit Saint-Gimère, c'est un mauvais architecte. Les élévations de Carcassonne nous montrent bien l'extraordinaire qualité d'archéologue de Viollet-le-Duc. Ces élévations de l'état avant, qui montre qu'effectivement les couronnements étaient cristallisés jusqu'à une hauteur quand même tout à fait considérable, et la restitution idéale de la ville qu'il finira par achever, qui s'achèvera après sa mort en 1878, et la chute du Second Empire qui en arrête pour partie les financements. L'enceinte, vous voyez, dans son état antérieur, est une enceinte qui avait conservé jusqu'à ses crénelages, donc un ensemble monumental très lisible, dont il se contente de rajouter quelques attelles, quelques petites rustines de part et d'autre, et bien sûr remettre les toits sur les tours, toiture donc à très forte pente, dont il avait les solins qui lui permettaient de les restituer, aussi bien sur les enceintes du XIIIe siècle que sur l'enceinte antique, qu'il coiffe de ces toitures en poivrière. Avec évidemment un lieu en 1852 et 1856, un lieu éminent d'un conflit entre deux hommes, Viollet-le-Duc, représentant le ministère des Beaux-Arts envoyé par l'empereur, mais sans financement spécial, et qui compte sur les financements du ministère des Défenses, dont le capitaine
en poste à Carcassonne à l'époque, et le futur général Serré de Rivière, le Vauban de la revanche, celui qui va construire les forts de la défense des fronts est de la France contre les Prussiens, et qui évidemment ne voit pas du tout d'un bon œil la construction le fait qu'on va dépenser de l'argent pour faire des falbalades, ce qui lui semble totalement inutile, et qui exige donc que les enceintes aient une valeur militaire, ce qui fait qu'il y a un conflit très dur en 1853, un compte-rendu très houleux, qui finalement aboutit à un compromis. L'enceinte extérieure sera à l'armée et l'enceinte intérieure sera aux Beaux-Arts. Et cette situation va durer jusqu'à ce que Viollet-le-Duc ait la peau de Serré de Rivière, c'est-à-dire qu'il soit muté. Au moment de la crise de Sébastopol, Serré de Rivière est appelé ailleurs, évidemment en Crimée. Mais disons qu'effectivement, on a donc une situation qui va conduire, vous voyez, à des situations très contradictoires. Quand on prend la porte Notre-Dame, grande porte extérieure sur l'enceinte, on voit bien donc la couture ici, le coup de sabre de la reconstruction viollet-ducienne. Mais quand on voit la réalité des années. Donc Taylor-Hénaudier en 1835 nous montre une tour complètement effondrée. Vous voyez qu'il y a la rupture sur elle-même. Puis en 1852, on voit une reconstruction par le génie en une forme polygonale. Ils construisent une tour polygonale équipée de crêtes de feu pour le fusil chasse-peau. Donc toute l'enceinte extérieure est faite pour des fusils à répétition. Et puis évidemment, dès que les Beaux-Arts reprennent vraiment la main, c'est-à-dire à la fin du Second Empire, destruction d'ouvrages militaires et reconstruction de la tour du XIIIe siècle. Donc vous voyez, un vrai débat, un vrai lieu de débat qui est évidemment d'autant plus passionnant que Viollet-le-Duc est aussi ingénieur militaire, qu'il fera à la chute du Second Empire la construction de forts à Saint-Denis, le fort de l'Est, la redoute des Hautes-Bruyères. Donc il y a effectivement toute cette dimension. Il aura un pied gelé d'ailleurs dans les combats de 1871. Donc Viollet-le-Duc, ces couronnements, vous voyez, se contentent. Tour du Trésor, on ne refait que des couronnements. On voit les pignons dans l'état Viollet-le-Duc. On voit ici à gauche comment effectivement l'intervention viollet-ducienne est absolument minimale. Tout le merlon est en place avec son archère. Il ne fait que les deux assises supérieures. Donc il y a vraiment une restitution très archéologique dans sa démarche. Il comprend évidemment. Alors évidemment, il interprète les ours à partir des trous qu'il voit. Il réinvente le système du hourdage à Carcassonne et il l'applique. Et quand on voit ces extraordinaires dessins archéologiques, que ce soit pour la tour de la Vinde, ce grand donjon philippien, que ce soit pour la tour de la Peyre, on a des relevés exceptionnels faits par Viollet-le-Duc de l'ensemble de l'enceinte, qui sont des documents de premier ordre, comme vous voyez ici, toute sa réflexion pour la restitution de la Barbacane dont ne subsistaient que les arrachements, et qu'il propose donc en forme circulaire pour aller chercher l'eau et éviter le contournement des armées Trincavel par l'Aude, ce qui s'était passé au siège de 1240. Porte narbonnaise, avec toute cette réflexion sur le our, les bretèches successives sur la porte entre les... Et finalement, le seul grand œuvre de Viollet-le-Duc sur toute l'enceinte de Carcassonne, c'est celle qu'on emprunte, si vous avez la bonne idée, évidemment, de passer par l'hélice pour aller à la porte narbonnaise, qui est donc cette porte Saint-Nazaire, la tour-porte Saint-Nazaire, cette tour-porte en chicane, tellement peu philippienne, de rabossage, dont on voit, vous voyez, l'état antérieur à Viollet-le-Duc, un état en ruine complet, l'état restitué par Viollet-le-Duc qui a vraiment, effectivement, remonté l'intégralité de l'ouvrage. C'est le seul totem qu'il s'offre avec ses grands escaliers de distribution. Mais sinon, finalement, il s'est contenté de petites interventions minimalistes tout en se servant donc toujours la porte Saint-Nazaire, tout en se servant de l'ouvrage pour ces restitutions. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un PCR, d'un programme collectif de recherche avec Marie-Élise et Lucien, et Andreas Hartmann de l'Université d'Aix et d'autres membres, on a donc une réflexion sur les deux enceintes, donc qui montre bien effectivement nos propositions sur les datations de l'enceinte extérieure plutôt dans les années 1240, puis le château du Sénéchal, et puis donc sur l'enceinte antique en verre, les reprises du règne de Philippe le Bel. Avec évidemment toute une archéologie de la brèche qui reste à faire partout sur l'enceinte, comme à Rhodes, on a ces énormes brèches. Ici, c'est une sape, un effondrement par la mine, près de la tour Mipane. Donc partout des commémorations de brèches par des blasons de gouverneurs au XVIe siècle qui montrent qu'effectivement cette enceinte a vécu intensément. Vous voyez ces tours reprises, retricotées. Partout, vous voyez les traces des boulets qui ont été refermés à coups de briquettes. Le château Comtal, qui est évidemment, après les fouilles de François Guillonnet, puis l'analyse de Marie-Élise Gardel, un château beaucoup plus complexe que prévu, avec un monument public antique sur mosaïque ici, puis la tour peinte, probablement tour Trincavel, salle à tour associée, et puis la grande enceinte du Sénéchal.
donc avec évidemment des problèmes de datation sur lesquels on ne va pas revenir, mais qui montrent effectivement que pour ce château, personne n'est vraiment d'accord. Jean Mesqui propose une datation 1226-1240, mais Denis Hayot, qui vient de soutenir sa thèse sur le Philippien, remet en cause la datation du château avant 1240, propose que l'enceinte extérieure soit 1240 et le château après, ce qui n'est pas très logique, pour vous dire... Alors bon, le problème numéro un, c'est évidemment l'inscription au patrimoine mondial d'une enceinte pour l'œuvre de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a couvert systématiquement les tours en ardoise. Or, aujourd'hui, l'archéologie montre dans toutes les tours des tuiles plates. Donc, avant l'inscription au patrimoine mondial en 1997, on avait commencé à remettre des tuiles plates sur les tours, comme ici les tours narbonnaises. Et maintenant, puisque c'est l'œuvre de Viollet-le-Duc qui est sacralisée, il faut dérestaurer l'état 13e et revenir à l'état Viollet-le-Duc. L'archéologie du bâti nous montre évidemment toute une chronologie relative entre tours et courtines. Les tours sont-elles collées sur les courtines ou les tours sont construites-elles construites d'abord? Tous les dessins... L'enquête que mène Andreas Hartmann montre bien effectivement un phasage beaucoup plus complexe avec un saucissonnage par tranche. Il y a des liaisons tour-courtine par étapes successives et surtout nous montre systématiquement des insertions de grosses briques antiques dans les joints des blocs qui sont décalibrés et qui montrent que systématiquement l'enceinte est construite avec la grande ville antique et du Haut Moyen-Âge, qui avait une enceinte beaucoup plus lâche, qu'a étudié Marie-Lise Gardel, et dont les morceaux sont récupérés et dépecés pour construire l'enceinte, avec des barrages de lisse, et avec donc toute une archéologie des murs, des surélévations qu'on voit dans les niveaux de hourdage, vous voyez le hour, le crénelage primitif, puis un second niveau de hour, qui raconte tout un tas d'histoires qui sont complémentaires. Si on prend maintenant, à partir de cette base qui est Carcassonne, les châteaux satellites, donc le long de la frontière des deux départements, des Péaux et de l'Aude, donc qui marque la frontière d'Aragon et de France, les 5 fils égrenés le long de la frontière. L'Astours qui dort sur ses mines, qui évidemment sont pour le roi de France une nécessité de contrôle absolu. Et puis j'ai appelé Montségur le totem. J'espère que Laure Barthé ne me contredira pas, mais là on est dans une commémoration évidemment d'un événement symbole pour la royauté également, et donc il s'agit d'extirper l'hérésie par ce monument. À terme, le monument donc, avait été totalement détruit au moment de la construction de la frontière, et donc il n'en reste que des moignons très très ruinés, et donc avec évidemment, vous voyez la tour sommitale totalement explosée au centre, le donjon, donc la restitution qu'en donne Lionel Duigout, avec donc des murs qui sont un peu suspendus, avec tout le problème de savoir comment contreventer ces grands moignons de murs qui n'ont pas de fondation, qui sont posés un petit peu au milieu de nulle part, donc avec l'énorme problème de est-ce qu'on fouille au pied, est-ce qu'on les stabilise, avec un lapidaire un peu partout en place qu'on remet en place, on remet les étriers d'archère pour ce faire, avec évidemment une tentation de passer d'escaliers escamotables en bois à des vraies rampes en restituant des portes, évidemment, dont les arcs ne sont pas toujours documentés, mais évidemment, on a besoin de recréer du monumental dans un monument qui a été tellement meurtri par l'histoire. Un siège terrible en 1210, reconstruction radicale, puis dynamitage dans le cadre de l'annexion du Roussillon en 1653. Aguilar, que nous verrons dimanche, même problème, un monument très ruiné, avec, là encore, comme à Carcassonne, des barrages de lisse qui permettaient de sectionner les circulations, et avec donc des cristallisations minimales dans les années 60, toujours ces problèmes d'accessibilité avec ces rampes métalliques collées et un lapidaire qui envahit tout l'espace et dont évidemment on ne sait pas très bien comment le gérer. Paillerepertuse, problème donc évidemment d'un site perché avec des besoins de cristallisation du sommet des murs. On a donc des reprises de chemin de ronde un peu systématiques. Vous voyez les états du chemin de ronde début du XXe siècle et la reprise un peu systématique de ces couronnements, même si ça n'est pas pour y faire circuler du public. Et avec donc des rustines qu'on fait un peu à droite à gauche. Quéribus, ce grand doigt posé en face de Paillerepertuse, avec donc là encore des traces d'impact de bombardement très intenses sur des sièges de la période moderne, avec donc des hypothèses proposées par Lucien Bayrou de ce que la grande salle sur piliers serait donc une construction 14e isolée avant d'être absorbée dans un grand massif polygonal. Je demande à voir.
Et avec, donc, vous voyez, bon, on s'est contenté de supprimer, évidemment, les condamnations des croisés. Plus grave, peut-être, la restitution en pierre blanche du couronnement de la tourelle d'escalier, dont l'architecte en chef a voulu que ça soit visible, une grande lisibilité, comme une espèce d'honnêteté intellectuelle, mais qui, évidemment, crée une tache qui ne patine pas 10 ans plus tard, et qui, pour moi, pose un véritable problème de ce que c'est un point blanc dans cet espace d'une telle qualité, d'une telle douceur. Puis le reste, rien à dire, donc je vais passer la parole à Marie-Élise. Donc avant 1914, pas de forêt, puis maintenant la forêt escalade partout. On voit bien évidemment tous ces surélévations en bossage sur les parties de tour, hein, qui sont très lisibles, qui montrent bien un travail très actif, comme à Carcassonne, entre 1240 et 1300. Et on voit bien également les surélévations qui se lisent très bien ici, une phase, 2 phases, et puis la phase supérieure avec ce crénelage dont évidemment toutes les pierres de taille ont été récupérées. Ces récupérations de pierres de taille qui évidemment posent aujourd'hui le problème de l'accessibilité et qu'on peut documenter par les photos anciennes. Je vais tenter de vous parler de l'authenticité de fonction. On va essayer de parler de ça rapidement. Avec, voilà, faut que je m'habitue à... Alors, d'une part, il est évident quand on voit ce site qu'il est défensif naturellement. C'est un éperon rocheux qui est complètement détaché par des vallées profondes. Et donc, de tout temps, on a les premières traces d'occupation au bronze moyen grâce aux fouilles de Jean Guilaine en 1961. Ensuite, une occupation diffuse probablement à l'âge du fer, mais qui a été difficilement localisée, qui est diffuse sur l'ensemble de l'éperon. Une occupation qu'on a détectée en 1988, entre 1988 et 1991, qui date du VIe siècle et qui conforte l'hypothèse que Caput Arietis Castra, qui est mentionné dans Grégoire de Tours, assiégé en 585 par Récarède, fils du roi des Visigoths, et donc bien Cabaret, c'est-à-dire ce site. Donc effectivement, une vocation défensive qui va se développer de plus en plus. Donc un très ancien castrum. Donc ce que je vais vous dire ici, tout simplement, c'est que c'est un site défensif qui n'a pratiquement aucune autre fonction, sinon celle d'habitat fortifié, bien sûr. Alors voici le mobilier qu'on a trouvé pour l'époque du VIe siècle. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs boucles de la sorte, dans une petite nécropole qui se trouve vous voyez à la flèche, là, au nord du site, et sur laquelle s'est superposé un habitat au XIIe siècle. Alors les castellos de Cabaret sont mentionnés à partir de 1063. Ce sont des fortins qui se situent à mi-pente, très probablement, d'après les prospections qu'on a faites et les fouilles, et donc vont s'enrouler autour des maisons, des rangées de maisons qui sont autant de défense, jusqu'aux 2 cours d'eau, sur la partie nord et la partie nord-ouest. Et la plupart de ces maisons ont été fouillées, de même que le noyau castral. Et parmi ces maisons, il y a des ateliers, des rues, des citernes, et donc en particulier des ateliers métallurgiques qui attestent bien le lien dont nous allons parler avec les mines environnantes. En effet, ce site a pour fonction très probable non seulement la défense du site lui-même, le verrou sur les vallées, mais aussi la défense d'un territoire minier avéré, qui est resté d'ailleurs minier jusqu'à quasiment nos jours, puisqu'en 2004, il y avait encore des mines à 1 km en exploitation, à 1 km du site, les mines de Salsigne. Donc, vous venez de voir ici une forge qui est dans l'ensemble fortifié, avec donc des analyses métallographiques qui ont été faites pour la connaissance de la provenance du minerai. Donc au milieu du XIIIe siècle, et c'est bien là, nous sommes là pour en parler, que va vraiment se développer cet ensemble, comme dans les Corbières,
comme l'enceinte extérieure et le château comtal de la cité de Carcassonne, un ensemble assez homogène avec les autres éléments fortifiés que nous connaissons, les 2 tours circulaires qui correspondent bien au modèle philippien, l'aménagement de Our qu'on reconnaît à la trace, aux traces de Boulogne qui se trouvent tout en haut de toutes les tours, l'utilisation de matériaux exogènes qui montrent bien qu'il s'agit là de constructions royales ayant des moyens importants et programmées, donc, puisque, bien qu'adaptés au socle rocheux, il s'agit de châteaux tous indépendants, tous pouvant se défendre les uns contre les autres en cas de prise d'une des forteresses. Donc on se retrouve effectivement dans un programme global, puisque ces tours rondes en particulier évoquent tout à fait celle du château comtal ou celle de l'enceinte extérieure de la cité de Carcassonne, de même que certaines tours des châteaux des Corbières. Donc un programme qui est opérationnel à partir des années 1240 et qui va se déployer à partir d'un centre qui est Carcassonne. Donc une gestion centralisée, mais aussi la commande des forteresses partant de Carcassonne. On voit bien la défense active correspondant à ce modèle philippien avec les trous d'accès au Our pour Tour Régine à droite, à gauche, l'éperon de Cabaret qui vient d'être récemment restauré. Voilà, des coupoles. Donc Lucien Bérou se moque de moi quand je dis que c'est des coupoles en limaçon, donc on va dire des coupoles tout simplement. Hein, voilà, des coupoles. Des coupoles. Des coupoles comme sur certaines tours de la cité, les 2 tours portes du château comtal, la tour Saint-Paul. Bon, c'est un mode de couvrement qui est utilisé entre 1240 et 1250 très probablement. Voilà, mise en œuvre comparable de l'Astours avec beaucoup d'autres. Voilà, également participants de la défense active, ces tours qui sont circulaires, qui permettent de battre le bas de la muraille avec des archères à étrier. Alors là, j'ai mis une archère à étrier d'une des tours du château comtal et à côté, l'archère à étrier de Tour Régine à l'Astours. Donc toujours une fonction défensive qui s'affirme de plus en plus. Malgré le traité des Pyrénées, ce site va être gardé, bien que la frontière est fortement reculée, va continuer à être gardé jusqu'à la Révolution. À partir du XVIIIe, c'est un concierge, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les textes, qui est seul et qui garde ses tours. Et on a cette belle image du XVIIe qui montre les châteaux tels qu'ils étaient à cette époque-là, avec leur enceinte qui a été probablement construite au XVIe et au XVIIe, avec des toitures sur les tours, avec même un arbre dans la cour de Tour Régine et la fumée qui sort des cheminées. Voilà. Ce destin va se terminer par 2 fonctions successives qui sont, c'est ma dernière phrase, donc 2 fonctions successives mais très courtes. D'une part, au XIXe siècle, après son abandon en tant que site défensif, le site devient temporairement un site agricole par des empiètements sur les communaux. D'où tous les murs en pierre sèche que l'on voit et qui ont utilisé évidemment les pierres du village castral. Et puis, petit à petit, une exploration par des spéléologues du riche patrimoine souterrain. Il y a 40 grottes à l'Astours, c'est très important de le savoir, qui ont été toutes aménagées à différentes époques. Et pour finir, évidemment, l'aménagement touristique, patrimonial, qui commence très tôt, puisque l'Astours est classé monument historique à partir de 1905, et ensuite des restaurations seront apportées, mais très minimales également, à chacune de ces tours. Voilà. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'attention portée par la municipalité actuelle à cet ensemble fortifié. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Michel Sabatier et moi-même tenons vivement à remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités à parler de Montségur. Et c'est évidemment un honneur d'intervenir après Nicolas Fauchère et Marie-Élise Gardel. Alors, Montségur est un sujet qui se prête particulièrement à une réflexion sur la notion d'authenticité qu'il est impossible d'adresser correctement en 20 minutes. Donc après avoir resitué le cadre général et brièvement évoqué la construction du mythe, nous parlerons du château et des travaux de restauration.
pour aborder ensuite une problématique plus globale, plus large, afin d'interroger l'identité même de Montségur, sa perception et l'authenticité de la stratégie de valorisation qui peut parfois être développée à destination des publics. Alors pour se remettre rapidement le cadre topographique en tête, nous sommes en Pays d'Olme, dans le département de l'Ariège, à environ 80 km au sud-ouest de Carcassonne. Donc les vestiges archéologiques sont concentrés sur un promontoire rocheux que l'on appelle traditionnellement Pog ou Petch et qui culmine un peu plus de 1200 mètres. Les visiteurs arrivent par la face sud-ouest, celle que vous connaissez tous, que vous avez à l'écran. Et comme ces visiteurs restent bien souvent cantonnés au monument et à ses abords, ils n'ont de Montségur que cette image un petit peu classique d'Épinal, sans avoir forcément en tête que le site a une topographie bien plus complexe. Je vous passe rapidement ces différentes faces. Donc ceinturé de falaises et percé de voies plus ou moins praticables, pour insister, parce que j'y reviendrai, sur ce versant nord-est, en fait, qui, vous le voyez, plonge jusqu'à un replat appelé le Roc de la Tour, sur 700 mètres, en déclivité constante, au-dessus des gorges du Caroulet. Donc le château, finalement, n'occupe qu'une portion réduite du site global de Montségur. Il en englobe les deux points culminants, où sont assis le donjon et le mur est de l'enceinte. Rapidement aussi, pour remettre les grands jalons chronologiques en tête, tels qu'ils sont bien connus maintenant scientifiquement puis dans l'historiographie. Donc bien que le site ait connu des occupations antérieures à l'époque médiévale, le site ne surgit réellement dans l'histoire qu'au XIIIe siècle, alors qu'il est un castrum, siège et tête d'une communauté hérétique, et c'est un siège de 10 mois en 1244, et un grand bûcher collectif qui vont mettre fin à 40 années d'occupation. Le site change de vocation ensuite, il est remis au Français Guy de Lévis, précédemment fiefé par Simon de Montfort. Une grande phase de travaux de réaménagement va suivre, et on peut citer l'abandon du site entre la première moitié du XVIe siècle et le XVIIe siècle. Il est évident que c'est le chapitre médian, ce Montségur II, qui a fait de Montségur le symbole que nous connaissons, et le chapitre 3 qui a été l'objet de vifs débats, parce qu'il soulève directement la question de la datation du château. Est-il contemporain de l'épisode cathare? Est-il postérieur? Évidemment, scientifiquement aujourd'hui, il est clair que le château n'est pas contemporain du siège, par exemple, mais qu'il en est peut-être la conclusion, ce fameux totem dont parlait Nicolas tout à l'heure. Mais nous allons le voir, il existe encore un fossé, un hiatus entre la connaissance scientifique que nous avons du site et la restitution qui peut parfois en être faite, notamment pour la stratégie de mise en tourisme. Alors, on ne peut pas aborder Montségur et la notion d'authenticité sans revenir rapidement sur la construction du mythe, très prégnant sur le site. Alors, l'histoire contemporaine de Montségur et la jeunesse du mythe ont été parfaitement étudiées et publiées, donc je n'en fais que vous en donner les grands jalons, et bien sûr très, très imparfaitement. On connaît donc le premier visiteur au XVIIIe siècle, on a au moins un croquis du château et la mention de fouilles dans le premier quart du XIXe. Le grand artisan du mythe, vous le savez, c'est Napoléon Peyrat, qui va populariser 3 idées qui connaîtront une grande fortune historiographique. La notion de Montségur sanctuaire, la notion aussi de réseaux souterrains importants dans lesquels la communauté hérétique se serait retranchée, et il y ajoute aussi la mention du fameux trésor qui aurait été un temps également dissimulé dans ces cavités. À partir de la deuxième moitié du XIXe, les visites, les écrits se multiplient, et bien sûr, Peyrat et ses souterrains vont inspirer un nombre relativement important de fouilles, dont on a conservé pour certaines les témoignages particulièrement invasifs. Dans la première moitié du XXe siècle, une couche supplémentaire est ajoutée à la stratigraphie déjà épaisse du mythe, puisque le site, sous la plume de certains auteurs, va être très très lié à la légende du Graal en fait et à Montsalvat. Et il faut attendre un petit peu plus tard, sous la plume de Fernand Niel, pour qu'il s'affirme en tant que temple solaire. Ce qui est intéressant de noter, nous y reviendrons, c'est que les campagnes de restauration du château interviennent à un moment où le mythe est évidemment très prégnant dans la littérature environnant Montségur, et on peut supposer que certains de ces éléments ont pu influencer, vous le verrez, quelques parties de restauration. Il faut attendre donc les prospections spéléologiques et les grandes campagnes menées par Jean-Pierre Sarrette et Le Gramme dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80 pour que le château fasse l'objet de véritables fouilles programmées et que systématiquement le château soit décrit et publié comme postérieur à l'épisode cathare. Et nous le verrons, jusque dans les années 2000, des opérations de prospection ont permis cette fois de travailler sur l'intégralité de la montagne.
Rapidement à l'écran, pour le clin d'œil, vous avez les plans du château, certains en tout cas, depuis le premier connu jusqu'à celui publié par Jean-Pierre Sarré dans les années 80. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que finalement, jusqu'à l'avènement de l'archéologie moderne, c'est d'une part le château qui cristallise toute l'attention, c'est lui le refuge des cathares, c'est lui qui soutient le grand siège, et deuxièmement, on ne s'intéresse principalement qu'au château. Même si certains auteurs, et même assez anciennement, avaient repéré des vestiges autour et même beaucoup plus loin, vraiment, c'est le château qui concentre tous les efforts. Cela va changer dans les années 2000. Alors, juste avant de passer la parole à mon collègue Michel Sabatier, quelques mots sur les restaurations. Donc, en deux campagnes, entre 1948 et 1952, et entre 56 et 58, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai raté les notes sous les yeux, mais je crois que c'est ça. Enfin, il y a des spécialistes dans la salle, je pense qu'ils me compléteront si je me suis trompée. Je ne crois pas. Ce qu'il est intéressant de savoir par rapport aux restaurations, c'est qu'elles ont été donc prescrites par l'État, conduites par un architecte en chef des monuments historiques, M. Sylvain Stimpopper, et que ces travaux de restauration ont permis de sauvegarder un édifice qui était dans un état de conservation critique. Il y a eu un impact sur les couches archéologiques, puisque une grande partie de l'enceinte et des couches archéologiques ont été déblayées, mais c'est évidemment grâce à ces interventions que nous avons aujourd'hui le monument sous les yeux. Donc, comme il était impossible de vous faire état de l'ensemble des travaux que nous avons menés sur ce sujet précis, Michel va prendre quelques exemples représentatifs. Merci. L'état du château avant les restaurations est relativement bien connu par des documents photographiques dont certains ont déjà été publiés. L'intérêt est de confronter ces clichés à une démarche d'archéologie du bâti pour voir que dans certains cas, les travaux de restauration ont bien interprété le monument et dans d'autres ont pu modifier son apparence et sa logique de fonctionnement. Alors sur ce cliché, nous voyons donc que le donjon a gardé la même silhouette qu'il avait au début du XXe siècle. Cependant, des photos d'ensemble et surtout des photos de détail prises avant les travaux de restauration nous renseignent sur l'état initial du monument. Nous prendrons pour exemple la face sud du donjon qui est particulièrement bien documentée. Ici, une vue générale avant les restaurations, comparée au relevé orthophotographique réalisé l'an dernier. Le cliché nous montre des parements manquants. Il s'agit surtout de pierres d'angle ou d'encadrement de fenêtres et autres pierres ouvragées. Les parements à la base des murs ont été prélevés en de nombreux endroits sur le pourtour du château. Sur ce cliché, donc, la silhouette générale est proche de celle que nous connaissons. Les pierres descellées ont été supprimées et non remplacées. On les voit sur le bord, à la photo en haut, à gauche, les pierres qui ont l'air de bouger un peu. Elles n'ont pas été remises en place. Le haut de l'archère est bien détaillé. Les zones concernées sont indiquées en orangé sur la vue générale à droite. Ici, c'est la base du mur, ainsi que les liaisons courtine-donjon, la liaison courtine-donjon qui est absente. Ce cliché est important car on y voit deux pierres d'angle encore en place. Ce sont les seuls éléments qui nous indiquent la méthode employée par les bâtisseurs médiévaux pour lier la paroi verticale de la courtine à celle inclinée du donjon. Voilà ces deux pierres donc mises en évidence. Les traits rouges représentent les lignes directrices de la construction. Elles définissent le point de jonction entre la courtine et le donjon. On notera que le haut du talus de l'enceinte correspond à l'assise de fondation du donjon. De cette ligne s'élève le mur vertical de l'enceinte, à droite, et celui incliné car taluté du donjon. C'est cette ligne qui représente le plan précis du château, tel que l'a conçu l'architecte médiéval. La restauration a respecté cette disposition, avec toutefois un petit décalage dû au gonflement des maçonneries. On le voit sur la photo à gauche. C'est le mur du donjon qui a été déformé effectivement, qui était en état de ruine. Il a été rebâti, mais
les deux niveaux ne sont plus à la même hauteur. Pourtant, l'assise de fondation est toujours en place dans la partie authentique du mur. Une autre vue montre les maigres vestiges de la fenêtre. Par contre, l'archère au centre de l'image a gardé son authenticité. Ce qui n'est pas le cas pour celle que l'on voit ici. Il ne subsiste d'elle que son flanc intérieur gauche. À droite sur l'image, on voit encore l'intérieur de l'archère. L'angle sud-ouest, très dégradé, a été en partie rebâti avec des pierres qui ont été récupérées ou des pierres retaillées aussi, et a été grandement consolidé. Voici le constat que nous pouvons faire en orangé sur le cliché les parements restitués en réemployant parfois des pierres provenant de la citerne située à l'intérieur du donjon. Bon, on reconnaît ces pierres qui aujourd'hui sont sur le parement extérieur. Bon, on les reconnaît parce qu'il y a encore l'enduit fontainier par-dessus, l'enduit caractéristique rose. Un petit coup d'œil rapide sur l'intérieur du donjon. Voilà, pour voir la restauration des fenêtres avec leur voûte coffrée en béton, restauration qui n'est pas forcément très heureuse. Merci. Ici, la face est du donjon. Cette face regarde à l'intérieur de l'enceinte. Elle comporte plusieurs détails intéressants. Tout d'abord, indiquons les parements inauthentiques par comparaison avec le cliché de gauche. À part un rafraîchissement général des joints, seul le haut de la porte et son seuil, ainsi que le bord droit de l'archère, ont été restaurés. À noter que le linteau de la porte est placé beaucoup trop haut. En fait, sa position réelle est située au niveau des pointillés sur le dessin. Alors la base de l'archère, on discerne à la base et à l'intérieur de l'archère la forme originelle du dispositif d'extrémité qui est du type en bêche. La restauration n'a pas du tout respecté ce dispositif. Ils ont fait des archères droites, alors qu'on voit très bien le dessin en fait. L'accès au donjon se fait par l'étage. On voit ici une restitution du système d'accès constitué de fiches et contre-fiches, reposant sur 2 rangées de corbeaux. Les fiches étaient bloquées par une pièce de bois horizontale noyée dans le blocage du mur, en jaune sur le dessin. La restauration a laissé l'ensemble conforme, ce qui nous permet donc de voir ce dispositif. L'engravure du solin d'un avant-toit est nettement visible de part et d'autre de la porte. Par contre, elle ne figure plus sur les pierres qui ont été remises en place au-dessus de la porte. En reportant la pente de l'avant-toit au niveau du palier, on restitue précisément le niveau des chemins de ronde des courtines. Ce niveau correspond à ce que l'on voit aujourd'hui, après la réhabilitation du haut des murs de l'enceinte, qui sont donc à la bonne hauteur. Ce qui nous permet la restitution théorique de l'accès en gradin de la courtine au palier de la porte, ainsi que celle de son avant-toit. Nous allons aborder un cas des plus intéressants, celui de la porte sud. À droite, les vestiges de la porte avant les restaurations. À gauche, l'orthophotographie de l'état actuel. La porte est aujourd'hui couverte par un arc en plein cintre. Voici le parement authentique représenté en orangé et celui restauré en blanc. On peut remarquer que seules 2 pierres de la porte originelle subsistent. Elles sont situées sur le montant de la porte. Alors sur ce cliché, j'ai représenté donc en bleu le parement authentique. Il est redessiné ici tel qu'il apparaît sur les vieux clichés.
on distingue l'extrado d'un arc qui fut mal interprété lors de la reconstruction de la voûte. Il témoigne pourtant de la forme d'origine de l'arc qui couvrait la porte. Ce parement, dessiné en bleu, là, a été retaillé pour la mise en place de la voûte actuelle. En fait, ils n'ont pas suivi du tout la courbe qui est dessinée par le parement. Ils ont retaillé un parement dans ce parement pour placer un arc en plein cintre. Par un tracé géométrique, donc, on peut retrouver le centre de l'arc. Il se situe au point A. Si on trace une ligne horizontale à partir de ce point, on retrouve la naissance de la voûte. Elle se situe tout à fait normalement sur une ligne de joint du parement. On peut positionner donc le point B par symétrie. On constate alors que les points A et B divisent la portée de la voûte en 3 parties égales. Ce qui nous fait donc un arc en tiers-point des plus classiques. Autre détail, si on remet en place la poutre de fixation des vantaux, en rosé, là, en rouge sur l'image, on s'aperçoit que la voûte en plein cintre actuelle ne cache pas la poutre, alors que l'arc restitué, lui, il la couvre effectivement. Un autre fait intéressant, les barres de verrouillage des vantaux qui coulissent dans des gaines représentées en rouge, comme c'est le cas dans la plupart des fortifications. Or, ici, un détail semble être passé inaperçu lors des restaurations. Il s'agit en effet d'un petit détail qu'on voit sur le parement extérieur. On remarque une modification des assises de part et d'autre de la porte. 2 petites assises régulières remplacent soudainement 2 assises en appareil moyen. Par les relevés, on s'aperçoit qu'elles correspondent exactement à l'emplacement des gaines de verrouillage. Voilà, on les voit bien sur ces photos. Peut-être ont-elles été prévues pour la mise en place ou le remplacement des barres de fermeture. Je ne sais pas. En tout cas, le dispositif n'a pas été repris lors des restaurations. On a mis à la place 3 pierres d'une hauteur donc des 2 assises. Pour terminer cet exposé très rapide, je voudrais signaler que le seuil était, avant les travaux de restauration, au même niveau que le chemin d'accès. La porte s'ouvrait, ou du moins semblait s'ouvrir, de plein pied. Or, le sondage archéologique effectué en 1998 a démontré que le seuil était à l'origine à 3,85 m au-dessus du sol médiéval et du chemin d'accès authentique. Nous pouvons dire, pour conclure, que les restaurations ont donc globalement respecté le monument, mais l'apport des documents photographiques anciens et la lecture archéologique sont indispensables pour proposer une restitution fidèle du bâti d'origine. Merci Michel. Alors, a-t-on éclairé la question de l'authenticité à Montségur en étudiant les restaurations? En fait, non, la question est évidemment plus complexe s'agissant de Montségur, et si la vision du château a considérablement évolué depuis le XIXe siècle, la vision du POG ou du Petch également, puisque l'on sait aujourd'hui que les faits archéologiques sont repérés sur l'ensemble de la montagne et qu'il faut raisonner à son échelle. Alors, maintenant, l'on sait que les vestiges archéologiques du castrum sont répartis bien sûr en cercles concentriques autour du donjon, mais alors dessous en partie puisque les fouilles ont révélé quelques indices intéressants, mais surtout sur l'ensemble de la surface sommitale. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais on est sur de l'habitat, sur des systèmes de fortification, il y a des citernes, enfin tout un ensemble aujourd'hui qui est bien identifié. Une partie uniquement a été publiée, nous travaillons sur une autre partie en ce moment. Merci. Je vais très très vite alors. L'apport des fouilles des années 2000, vous le voyez, ce sont les carrés rouges, ont montré qu'il fallait s'intéresser au versant nord-est.
Et on a sur ce versant, alors c'est vraiment considérable, hein, des dizaines et des dizaines de faits archéologiques qui ont été topographiés, inventoriés, habitat, circulation, éléments de défense, et faits, à mon humble avis, extrêmement importants pour Montségur. On a conservé in situ des témoins sans doute, hein, des combats de 1243-1244, notamment une collection de 219 étudiés, donc projectiles pour engins de siège. J'ai pu proposer quelques hypothèses à ce sujet-là, donc je vous en montre. Fait très intéressant aussi, des projectiles en cours de fabrication et un front de taille, mais il y en a plusieurs. Fer de trait, dont la répartition confirme également que cette zone, comme pour les boulets, a connu des combats violents. Alors la question que l'on peut se poser finalement, mais quelle est l'identité de Montségur? De quoi parle-t-on quand on parle de Montségur? Les services de l'État ont répondu en 1989 en classant l'ensemble de la montagne. Pourtant, on se rend bien compte que c'est le château qui continue à faire Montségur et qu'une grande partie de la stratégie de communication et de valorisation est vraiment centrée sur le château. Le site de la mairie de Montségur, qui est au demeurant très agréable et très bien fait, mais on voit bien que Montségur offre son célèbre château à l'histoire émouvante et riche. On ne parle pas de site archéologique ou de POG, c'est vraiment le château, bien sûr, qui fait l'appel. Peut-être un peu plus problématique, sur le site très officiel d'Ariège-Pyrénées, donc la page touristique, là l'ambivalence et l'ambiguïté est réelle, puisque c'est le château de Montségur qui est dans les textes, et c'est le château qui devient le siège et la tête de l'église, donc le refuge de la communauté. Ça, ce sont vraiment des éléments tout à fait officiels. Et on peut le comprendre, évidemment. Les vestiges dont je vous ai parlé affreusement vite sur le versant nord-est, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on est sur du bâti de pierre sèche, des murs de soutènement de terrasse, dans un état de conservation critique, évidemment difficile à valoriser. Ici, la ligne de crête, où je suppose que des choses très très importantes se sont passées pour le siège. Vous voyez qu'on est d'une part dans de véritables problématiques d'accessibilité, et là j'en parle en tant que conservateur, de mise en sécurité et bien sûr de restitution. On peut imaginer évidemment utiliser les technologies numériques, bien sûr le multimédia, bien sûr la 3D, mais cela nécessite quand même une connaissance suffisante et des fouilles, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. On ne fait qu'aborder ce sujet, le potentiel archéologique est là. Donc finalement, la question de l'authenticité à Montségur, ce n'est pas que régler la question historiographique et du mythe, ce n'est pas que régler la question des travaux de restauration, c'est aussi peut-être renoncer à la facilité de ne promouvoir que le château pour l'ensemble. Merci, et je suis pile poil peut-être. Non, c'est ça. Bonjour. Tout d'abord, remercier le département de l'OV et les organisateurs l'accueil et l'invitation à cet fascinant colloque et défi. Un colloque pour aborder un défi de futur vraiment passionnant. Comment dit le président de la séance, on va parler d'un cas d'étude un peu exotique. Parce que c'est l'exotisme. Parce que les îles, normalement, ils sont dans le 19e, on a créé l'image des îles en tant qu'espace de l'exotisme, bon, romantique, tout ça. Mais je voudrais, pour emplacer mon intervention, vous rappeler ce qu'on dit des îles, nous les habitants des îles, des habitants trappés entre le ciel et la mer, et entre le ciel et l'enfer. Ça, c'est l'autre vision des îles. Ça, c'est la localisation de cet ambiance qui a été proposé pour son inscription en tant que paysage culturel à la liste du patrimoine mondial. Je veux souligner qu'avec, on a travaillé vraiment, je remercie publiquement ici la contribution qu'on a fait notre ami Michel Cotte, parce que dans certains moments étaient des éléments décisifs pour la conception de cette bien, de cette proposition. Et bon, ça c'est la localisation, ça en île des Canaries, ça au centre montagneux des îles, et ça c'est l'espace. C'est un espace, c'est un paysage culturel qui émerge, qui a été créé à partir de récits berbères à Massir et qui montre l'évolution d'une culture insulaire exceptionnelle et isolement. C'est un de peu bien
que peut être inscrit dans la liste que montre l'Odyssée des cultures insulaires. Mes amis, on parle, c'est de la publicité politique ici en faveur des îles, on parle de 120 000 inhabités dans le monde avec 500 millions d'habitants. C'est important comme élément de représentation dans la liste. Bon. On parle de Maghreb berbère, c'est une culture qui s'est placée sur les îles Canaries et on peut dénominer que les Canaries, en particulier Gran Canaria, c'est l'île où est placé le Bion, on peut les considérer comme les derniers endroits de la Tamesga, ça veut dire le Maghreb en tant que culture. C'est vraiment important de considérer que la culture, que les traces de la culture qui s'est placée et donnent l'origine au paysage culturel sont pré-islamiques, évidemment. C'est au principe de l'ERA. C'est parce que les origines de la population, c'est très curieux, qui génèrent cet espace. C'est très curieux parce qu'ils sont arrivés, ils sont importés du Maghreb, les premiers habitants, et ils sont laissés là. On ne sait pas exactement. Il y a une confrontation scientifique importante. Il y a quelques éléments qui démontrent la procédance de la Libye. Les autres, on parle aussi du sud du Maroc, même de la Tunisie. Peut-être que la solution finale, c'est quelques divers vagues de population qui arrivent. Mais le plus important, c'est qu'à partir d'un certain moment du commencement de l'ERA, ils sont abandonnés et isolés pendant 1500 années jusqu'à la conquête espagnole de l'île. On parle d'un territoire, tous les paysages culturels, c'est le centre montagneux de l'île et c'est la grande chaudière comment s'appelle, la grande chaudière de Tejeda, le centre de l'île, que c'est un territoire en soi-même choisi pour Amassir comme forteresse. C'est un territoire forteresse. Si on le voit, c'est un territoire forteresse naturelle, un temps pétrifié, comme l'a appelé, comment s'appelle, notre grand écrivain espagnol, Unamuno. Okay? Et ça, on a choisi pour développer cette culture de montagne en chaudière, vraiment en forteresse géologique. C'est un volcanisme en vertu. On a développé on a montré ici une culture troglodyte vraiment qui démontre une conception fortifiée, toujours, dans les habitats, dans les sanctuaires, dans les granières et vraiment dans les monts funéraires. Ça, c'est le map de l'endroit, de le paysage culturel, avec tous les éléments qui montrent les populations, bon, les settlements, OK, l'implantation troglodytique, bon, qui définit vraiment le paysage. Ça, c'est étonnant. Tous les habitants, par exemple, Mesadakusa, ils sont mis ici, il y a ici presque, dans les falaises le plus vertical du monde, on peut parler d'un urbanisme vertical. C'est un cas de troglodytisme, un des plus verticaux du monde, pour le concept absolument défensif et pour le concept de refuge et de protection. Ça, c'est important. On le voit aussi en Sierra Ventaiga, c'est un autre exemple. On le montre ici. C'est un peu, pour quelqu'un, c'est un peu fou, parce qu'il manque ici quelques petits trous escaliers pour monter. Mais c'est absolument vertical, tout le développement. C'est des autres exemples, l'histoire de Bisbik. Même les graniers fortifiés, à la même façon que les graniers, on a développé la même culture des graniers fortifiés dans la forme, pas dans le troglodytisme vertical,
que dans le Maghreb. On peut le voir le même au Maghreb original. C'est une culture troglodytique que c'est incroyable. Il s'est maintenu à travers des temps. Quand on a fait l'inventaire des habitats, de l'habitat, des logements, au principe des siècles, le rédacteur de logement dit on continue de voir ici des gens qui habitent comme des oiseaux dans les trous. Et c'est incroyable parce qu'on conserve véritablement au niveau d'authenticité de l'imaginaire de vivre dans la montagne, que c'est de vivre dans la grotte, que c'est le symbole d'identité actuelle de l'île de cette région. Évidemment, on a des traces d'un urbanisme qui en adaptation troglodytique, que ça a été adapté au temps. Nous avons des éléments archéologiques, nous avons des éléments intermédiaires et nous avons de nouveaux troglodytismes. C'est un exemple de syncrétisme entre l'ancienne culture et la culture qui est arrivée avec la conquête des Espagnols. Ça, c'est très joli comme ça. Nous parlons aussi des montagnes sacrées. C'est un peu en relation ce qu'il y a ici avec l'identité de cette proposition. Nous parlons des montagnes sacrées parce qu'ils sont pleins d'anciens sentiers de montagnes, inaccessibles, absolument inaccessibles. Par exemple, dans les sentiers de Candiles, nous avons la plus grande concentration dans la zone des triangles pubiques de la fertilité du monde. Peut-être du monde. Bon, il y a dans l'Inde et en Australie quelques éléments. Une autre histoire vraiment importante pour la conception de ce paysage culturel, c'est que c'est un paysage interconnecté avec le ciel. Les valeurs astronomiques en tant qu'élément essentiel d'un système, les valeurs astronomiques sont un élément essentiel d'un système culturel unique. Ils sont les éléments associés à la culture astronomique, ils sont vraiment importants dans cette conception. Vous savez, ici on peut voir, on a parlé avant de cupoles, mais imaginez-vous, ça c'est un temple calendière, pas exactement, c'est un temple symbolique, un temple rituel, mais aussi relationné avec l'astronomie et calendière, avec des phénomènes de lumière. Imaginez-vous de faire ces parfaits paraboles sans métal. C'est une société qui n'avait pas les métal. Alors, c'est vraiment étonnant avec les connaissances astronomiques mélangées avec le développement de ce type des éléments. Ça, c'est la hiérophanie solaire d'un de ces monuments. Vous avez aussi un autre Almogarén. Almogarén, c'est le sentier de montagne. Le sentier, on dit bien sentier? Sentier de montagne, qui sont aussi fortifiés. Le sacré, c'est fortifié aussi dans la montagne. À fin de compte, nous parlons d'une place fortifiée, reliée au ciel. C'est une des caractéristiques plus intéressantes de cette paysage culturelle, que pour la première fois, on parle de la terre, de la connaissance des gens et du ciel. C'est un espace qui mélange la terre et le ciel comme concept de paysage. Je vous rappelle que cette conception a été proposée pour moi au Conseil de la Convention européenne des paysages et on a dit que bon, c'est un peu fou, c'est impossible. Mais actuellement, nous sommes dans la ligne de reconnaître cette histoire. Ce sont des éléments seulement pour l'information de l'alphabet libyen berbère qui démontre que ce sont des berbères. En fin de compte, c'est un paysage construit à partir des éléments
c'est vraiment intéressant de parler de la relation, l'interrelation de tous les éléments du paysage, dans ce cas des éléments visuels qui se concentrent sur l'épicentre de Bentayga, du temple relié au ciel. Et c'est un paysage qui montre une contribution symbolique du paysage, relié aux tous les caves, ils sont interrelationnés, et ils sont reliés aussi au ciel. Ça, c'est très intéressant. Nous parlons aussi d'un cas des montagnes sacrées en tant que refuge. Refuge comme lieu sacré à l'époque ancienne avant la conquête. Parce que tous les gens qui sont poursuivis, quand arrivent à les montagnes, ont droit les droits d'asile. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est vraiment un lieu sacré, vraiment un lieu de refuge. C'est pour ça aussi la fortification qui préside toute la conception de l'espace. Et aussi a été, d'ailleurs, le lieu de la résistance, le dernier lieu de la résistance aboyenne à la colonisation espagnole. C'est évidemment pour la raison que c'est où se concentrent toutes les forces de l'esprit de l'ancienne civilisation qui a été développée dans les îles. Je vous rappelle ici que c'est une civilisation que, bon, on peut parler de civilisation en culture, pas une civilisation évidemment, une culture qui s'est développée à partir des récits invasifs pendant 1500 années en total isolement. Toutes les conceptions, même astronomiques, or religieuses, reliées avec le ciel, etc., peut-être une évolution des éléments berbères, mais propres d'une culture. C'est aussi un refuge des traditions anciennes de culture amazique, comme la transhumance au territoire. Et c'est aussi, il importe aussi une culture territoriale de management des ressources unique. Ça, par exemple, les caves pour les réservoirs de l'eau souterraine. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a presque 2000, on continue après l'Antiquité. Ça, c'est une claire conformation des paysages troglodytiques en terrasse, etc. Un autre, vraiment, on a nommé ici, dans la proposition de Montserrat, etc., ce que ce paysage pour les locaux, et ici pour la tour, etc., c'est une source d'inspiration. Et on continue actuellement à être les sources d'inspiration pour les insulaires de Grande Canarie. C'est le symbole, c'est le centre de l'identité de l'île. Je vous montre ici, avant de parler un petit peu de l'authenticité, etc., de comment va le temps, Monsieur le Président. C'est pour contrôler. 10 minutes encore, 6 minutes. Bon, on fait le modèle Esprit González. OK? Bon, ça c'est intéressant en termes méthodologiques parce qu'on a développé un peu ensemble de créer une matrice de composition des paysages, la matrice de composition des paysages culturels, avec les attributs et avec les composants. Ça, ce n'est pas l'histoire des composants en tant que composant de la nomination sérieux, de la proposition d'une nomination sérieuse. C'est plutôt, il faut mettre ici, éléments. Pas composants parce que la guide opérative, il nomme des composants ou les éléments de la nomination sérieuse, comme le cas de votre proposition. OK, seulement rapidement, analyse comparative, on a utilisé le cadre de l'astronomie culturelle. Vous connaissez parfaitement l'étude de M. Michel, là-dedans aussi, et Claire Ragel, l'étude de l'astronomie culturelle, le patrimoine gastronomie et la Convention du patrimoine mondial. Et on a utilisé aussi les éléments au niveau typologique, le troglodytisme, les techniques et use du territoire
les significats globaux des paysages culturels. Ça, c'est intéressant. C'est l'Odyssée de la culture insulaire et isolée, les montagnes sacrées et la montagne comme refuge et forteresse. Ça, c'est une autre part de l'analyse comparative. Et évidemment, les Maghreb, la Macaronaise et les Canaries. En termes d'authenticité, très rapide, bon, la recherche scientifique montre tout ce qu'on parle des relations astronomiques et tout ça, et la fonction des monuments et sentiers. Mais pour nous, nous avons un défi, c'est la maintenance des éléments scéniques et surtout l'environnement des éléments plus intéressants, sentiers par exemple, de l'habitat troglodytique archéologique. Et il y a un défi qui a commencé très intéressant, qui c'est de reconstruire, restaurer pas seulement les éléments physiques de l'archéologique, mais aussi la flore et l'ambiance de l'entour, aux conditions originales. Ça, on l'a commencé à faire il y a 10 ans, et les résultats ils sont bons. Pour donner un niveau d'authenticité, ce n'est pas seulement de restaurer les éléments qui sont archéologiques, la restauration archéologique, mais aussi on parle de la restauration ambientale. Même inclus le ciel, parce que si c'est un paysage relié au ciel, il y a un programme qu'on a réussi finalement de récupérer la qualité du ciel nocturne, okay? Et en évitant la pollution lumineuse, et en éliminant, en restituant les conditions d'intégrité originale du siège. Et toute la population est d'accord, parce que finalement, il dit que ça, c'est le vrai paysage, les paysages qui sont dans la mémoire. Bon, évidemment, nous avons les mêmes problèmes que vous, comme la restauration des caves qui ont été réutilisées et qui sont de haute valeur archéologique. Nous avons, comme tout problème d'érosion, de stabilité, ils sont des îles volcaniques pour maintenir l'authenticité de la place. Et on détecte entre nous cette énorme bataille, les impacts des infrastructures qui affectent l'intégrité et l'authenticité des sites, comme les lignes aériennes et tout ça. Et à tout à fait, nous pensons qu'on peut réussir à conserver bien cet élément, parce qu'on parle que nous sommes dans une île avec 12 millions de touristes à l'année, et c'est un paradigme que cet endroit soit conservé. Tout le reste de l'île a été détruit, excepté pratiquement les centres. Et les critères, on a employé les 3, les 5. Pratiquement, les éléments de valeur universelle, c'est bon, en culture, on a nommé déjà, c'est un paysage culturel, c'est un laboratoire de l'évolution des cultures insulaires qu'on a maintenu à travers de longues périodes de temps, qui montre un odyssée culturel, ça c'est important. Il y a aussi la densité des attributs qui montre l'exceptionnel témoin de la culture amasique. Et il y a l'évidence bien conservée du troglodytisme jusqu'à notre jour, en évolution, de l'ancien jusqu'à notre jour. On représente un paysage de montagne organisé par l'homme et supporté par des éléments symboliques et reliés au ciel. Les sentiers astronomiques, pas astronomiques, reliés à la conception de sacré et astronomique sont vraiment uniques dans le monde des îles et dans ce type de culture.
C'est les témoins d'un lieu comme un refuge fortifié de l'essentiel canarien et de son culture jusqu'à aujourd'hui, fortifié aujourd'hui pour la conscience de conservation locale. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un paysage culturel qui alberge des pratiques ancestrales et uniques de l'usage du territoire et montre l'empreinte des anciens amazirs qui ont survécu dans le lieu, inclus les valeurs immatérielles. Et président seulement deux questions. Bon, la politique de préservation, on peut discuter avec notre débat, mais pour nous, on parle beaucoup de la politique de préservation des capacités de charge, de recherche, etc. Mais pour moi, c'est important de souligner deux choses. Il y a beaucoup de choses dans la politique de préservation, mais pour moi, je veux souligner deux choses. Et moi, je finis. C'est dans un territoire comme ça, c'est complexe de montagnes, c'est le même ici, dans les montagnes. Un des problèmes, c'est la mobilité. Il faut organiser un système de flux de mobilité durable parce que la mobilité et les infrastructures déterminent l'impact absolu sur le territoire. En particulier, quand on parle de tourisme. Moi, j'étais le secrétaire général de la première conférence des Nations Unies pour le tourisme durable. On a fait une belle carte pour la déclaration. C'est à 95, je veux pour dire qu'on a avancé presque rien pendant 25 années. On répète toujours la même chose. C'est pour ça que je propose, moi je pense que le maire il a dit quelque chose comme ça, de parler dans ces cas de tourisme intelligent. Pas de tourisme durable. Tout le monde parle de tourisme durable quand on parle de patrimoine et de nature. Non, moi je préfère le tourisme intelligent. Pourquoi? Il faut changer le paradigme du tourisme. Que quand les ressources, c'est-à-dire quand les connaissances du patrimoine, ça devient les ressources du tourisme, peut-être on peut changer les impacts mauvais du tourisme. Mais il faut pour ça changer radicalement, et même dans ce type de proposition, l'histoire du tourisme pour qu'il soit vraiment important pour la conservation du bien et pour les populations locales et futures, surtout pour le futur. Merci bien.